Bonjour et bienvenue dans votre émission Correspondance. Cette semaine, toujours grâce au reportage des correspondants de France 24, nous vous emmenons au Brésil, en Israël, ainsi qu'à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. Mais tout d'abord, direction l'Arménie, où une question continue de se poser malgré l'arrêt des combats dans le Haut-Karabakh. Les deux belligérants s'accusent mutuellement d'avoir utilisé des armes incendiaires au phosphore blanc, une arme qui n'est pas explicitement interdite, mais qui porte à controverse au vu des blessures qu'elle occasionne. Nos reporters, Roméo Langlois, Mohamed Farhat et Luc Schrago, se sont rendus dans un hôpital à Erevan où sont soignées des victimes des grands brûlés qui auraient pu être blessés par ce type d'arme. À l'hôpital des Grands Brûlés d'Erevan, on n'avait jamais vu ça. On a reçu beaucoup de brûlés, mais jamais avec de telles blessures. Ces soldats auraient été victimes de bombes au phosphore blanc, un produit incendiaire qui s'enflamme au contact de l'air. C'est extrêmement profond, ça va jusqu'à l'os et ça brûle, ça ronge l'os. Et lui, il est brûlé partout. En fait, ça traverse les vêtements. C'est vraiment assez caractéristique des armes chimiques ou au phosphore. Artsiv et Élise sont franco-arméniens, ils viennent en aide aux victimes du conflit. Dans cet hôpital, des dizaines de blessés présentent le même type de brûlure. C'est absolument pas similaire à des brûlures, entre guillemets, classiques. Autre fait suspect, des plaies qui semblent sous contrôle mais s'aggravent anormalement, des troubles du métabolisme, des crises cardiaques en série. Autant d'effets évocateurs des blessures au phosphore. Ce chirurgien français est en train d'éplucher les dossiers des patients. Je ne peux pas encore répondre de manière formelle, mais il semble qu'ils aient des troubles métaboliques graves, ce qui est compatible avec des brûlures chimiques. Lorsqu'on a une brûlure chimique par certains types de composés comme le phosphore, on a des troubles des ions dans le sang, c'est-à-dire le calcium qui diminue par exemple et qui peut entraîner des troubles cardiaques graves. Mais c'est possible en tout cas que ce ne soit pas uniquement des brûlures physiques par flamme. Ces images diffusées par une télévision arménienne montreraient une attaque au phosphore sur les forêts du Karabakh, une méthode redoutable pour brûler la végétation et les combattants arméniens qui s'y cachent. Pourtant, l'usage du phosphore n'est pas interdit. Il est réglementé par une convention internationale que n'ont signée ni l'Arménie ni l'Azerbaïdjan. Mais certaines ONG réclament son interdiction, tant ses effets sont dévastateurs. Ils inhalent le produit incriminé et donc ça brûle aussi les bronches. Donc ce que vous voyez à l'extérieur, il y a la même chose au niveau pulmonaire. L'Azerbaïdjan dément avoir utilisé ce type d'arme et renvoie cette accusation à l'Arménie. Les Grands Brûlés d'Erevan, eux, mettront des mois, des années à soigner leurs plaies, pour peu qu'ils survivent. Lui, il va mieux. En Éthiopie, les opérations militaires menées dans la région dissidente du Tigré menacent la stabilité de toute la région. Au Soudan notamment, qui accueille de plus en plus de réfugiés qui fuient ces combats. Il serait déjà près de 25 000. Notre correspondant, Bastien Renouille, s'est rendu dans le camp d'Achaba, où des médecins, eux-mêmes réfugiés, se mobilisent pour aider les malades et les blessés. Ces réfugiés éthiopiens aménagent une clinique de fortune dans le camp de Achaba, au Soudan. Ils viennent de recevoir des médicaments offerts par un hôpital de la région. Les 3 médecins ont survécu au bombardement de la ville de Houmera. J'étais en train de travailler, je faisais un tour dans la salle médicale de l'hôpital et tout d'un coup, des obus d'artillerie sont tombés sur la ville. Beaucoup de blessés sont venus. Les gens étaient vraiment perturbés et criaient partout. Le docteur reçoit un nouveau patient. Une grenade lui a arraché une partie de la main. J'étais en train de m'enfuir dans les bois avec beaucoup d'autres personnes. Il y avait des bombardements et l'armée tirait. J'ai croisé une milice et ils m'ont attaqué en lançant des grenades. Il doit changer son pansement. La plaie est infectée. Son autre main et son ventre sont criblés d'éclats. C'est l'une des pires attaques que l'on ait vues dans les dernières violences. Mais, vous voyez,
La plupart de ceux qui survivaient à ce type de blessures étaient achevés. Le médecin se rend ensuite à la rencontre des patients qui ne peuvent pas se déplacer. Cet homme, paralysé des jambes, a été pris pour cible alors qu'il se rendait en ville en fauteuil roulant. Il y avait des hommes armés dans les rues, une bande l'a jeté à terre et l'a tabassé, le laissant pour mort. C'étaient des civils, des jeunes, mais je ne sais pas qui ils étaient. Certains avaient des pierres, d'autres des bâtons, des haches, des machettes. Parmi les Éthiopiens venus se réfugier au Soudan, beaucoup racontent les mêmes scènes de violence. Ils affirment presque tous avoir vu de nombreux corps joncher les rues lors de leur voyage jusqu'à la frontière. Au Brésil, les Indiens Yanomami, une population indigène de la forêt amazonienne, se battent pour récupérer les corps de leurs proches morts du coronavirus. Ils veulent les enterrer sur leur terre, selon leur rituel. Notre correspondante, Valéria Sacone, est allée à leur rencontre. Junior est un chef Yanomami. Il vit entre Boa Vista, la capitale de l'état de Roraima, et sa réserve, située près de la frontière avec le Venezuela. Au moins 9 membres de sa communauté sont morts du coronavirus. Dans la culture des Yanomami, la cérémonie funéraire est un rituel complexe. Il faut incinérer le corps, c'est tout un processus. Et il faut demander un permis. Il faut un certain nombre de personnes qui se chargeront ensuite des cendres pendant 2 ans et qui les mettront en terre. 12 Yanomami ont été enterrés dans ce cimetière de Boa Vista. Mais par sécurité, les autorités sanitaires ont interdit le retour de leurs dépouilles dans leur village. Les Yanomami ont pris contact avec les Brésiliens il y a relativement peu de temps. Ils ne comprennent pas notre problème avec l'enterrement. Pour nous, c'est un vrai choc culturel. Ici sont enterrés 2 bébés Yanomami qui présentaient une suspicion de Covid-19. À Boa Vista, il n'y a pas de four crématoire et les autorités préfèrent attendre 3 ans avant d'exhumer les corps pour éviter tout risque de contagion. Une attente beaucoup trop longue pour leur famille. Leurs mères sont très tristes. Elles sont désespérées. Elles sont là-bas, dans la réserve, à attendre le retour du corps de leurs enfants. En juillet dernier, France 24 a accompagné la mission Covid-19 des forces armées brésiliennes au sein de la réserve Yanomami, où vivent 28 000 personnes. Nous savons que les corps des Yanomami doivent revenir à un moment précis, mais nous préférons que cela se fasse en toute sécurité quand il n'y aura vraiment plus aucun risque de transmission de ce virus au reste de la communauté. Le gouvernement brésilien financera l'exhumation et le transfert des corps au moment voulu. En attendant, les familles Yanomami patientent, partagées entre la douleur et l'espoir. Et pour terminer, nous partons en Israël, où une rivière illustre les tensions intracommunautaires entre les populations juives venant d'Europe et celles venant du Moyen-Orient. D'un côté, un kibboutz implanté avant la création de l'État d'Israël qui privatise une rivière, de l'autre, les habitants de la ville voisine qui veulent pouvoir s'y baigner. L'affaire est devant les tribunaux. Explication de notre correspondante, Gwendoline de Bonneau. C'est lui, le ruisseau devenu source de tensions. Il traverse le kibboutz Nir David, construit en 1936. Tamir y a grandi, il y vit aujourd'hui avec sa femme et son fils. Je suis né en 1987, donc j'ai passé toute ma vie ici. Je suis né et j'ai été élevé dans le kibboutz. J'avais l'habitude de jouer dans la rivière, de jouer dans l'herbe autour, de nager. Ce sont de très bons souvenirs. Les habitants des villes alentours protestent pour l'accès à cette section du ruisseau qui, au regard de la loi israélienne, est un bien public. Une demande vécue comme une intrusion par les familles du kibboutz qui s'y sont installées quand l'endroit n'était qu'un marécage. Nous sommes sur une propriété privée. On paye 300 000 shekels chaque année pour cette terre et eux voudraient que 9,5 millions de personnes, que tout Israël puisse venir ici, s'asseoir dans l'aire de jeu pour enfants. Il n'y a pas de sécurité pour surveiller les habitations. Ils veulent faire des barbecues et qui va nettoyer après ? Et ils nous traitent de nazis, alors qu'on a des rescapés de l'Holocauste qui vivent ici. Si le ton monte, c'est que le ruisseau est un symptôme d'une fêlure profonde en Israël. Ce soir-là, les manifestants s'installent à l'entrée du kibboutz. La plupart d'entre eux sont des juifs originaires des pays arabes. À leurs yeux, il y a derrière ces barrières l'élite ashkénaze d'Europe de l'Est.
celle qui a été privilégiée lors de la création de l'État, alors que se sentent encore discriminés. Quand Israël a été créé, et même avant, des gens sont venus du Moyen-Orient, des pays arabes, et ils ont été mis dans des endroits, disons, pas aussi beaux qu'ici. Tandis que d'autres ont pris les endroits avec l'eau, toutes les commodités, etc. Donc maintenant, nous demandons justice. Certains parviennent à entrer dans le kibbutz, les gardes les laissent faire. Ils ressortent avec le sourire, ils ne se sont pas baignés, mais ont le sentiment d'avoir réparé une injustice. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Sylvain Rousseau à la réalisation et à Natacha Milleret à la coordination. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres reportages des correspondants de France 24. Et je vous laisse avec ces images où on va prendre un petit peu de hauteur. C'est le plus grand ascenseur au monde en extérieur. Il est en Chine et il vous permet d'admirer un paysage qui a inspiré le film Avatar.